IIIe siècle avant Jésus-Christ. Au Mexique, la cité des dieux de Teotihuacan s'agrandit. Elle sera bientôt la plus grande ville de l'Amérique précolombienne. En Égypte, Alexandrie exhibe fièrement un phare qui dépasse les 120 mètres de haut. Et en Chine, des artisans se lancent dans une entreprise extraordinaire. Plus de 2000 ans plus tard, en 1974, des cultivateurs chinois creusent un puits près de la ville de Xi'an. Ils découvrent d'étranges morceaux d'argile qui semblent représenter des hommes. Une équipe d'archéologues chinois met au jour plus de 8000 soldats de terre cuite. Fantassins, archers, généraux, cavaliers, enterrés dans 3 fosses près du tombeau de l'un des personnages fondateurs de l'histoire de la Chine. Qin Shi Huangdi était un formidable stratège militaire et un conquérant sans pitié. Il régnait sur l'état du Qin depuis l'âge de 13 ans. Il a conquis peu à peu les autres royaumes combattants pour créer un seul et grand empire, la Chine. Avant sa mort, l'empereur s'est fait construire un tombeau gigantesque. Les archéologues cherchent encore un moyen d'y accéder sans le détériorer. Selon les mémoires historiques de l'écrivain Sima Qian, la nécropole renferme des canaux de mercure évoquant des cours d'eau. Et elle est décorée de nombreux objets précieux. Mais aucun texte ne mentionne cette armée statufiée. Pourquoi le premier empereur de Chine a-t-il fait sculpter et enterrer près de son tombeau 8000 soldats d'argile? Et comment les sculpteurs de l'époque ont-ils réussi à fabriquer autant de statues de 2 mètres de haut et pesant près de 300 kilos? La prouesse est immense. Et même pour un empereur, l'entreprise a dû coûter une fortune. Des années de travail ont été nécessaires pour créer ces soldats plus grands que nature. Une entreprise démesurée, destinée à rester enfouie pour l'éternité. L'empereur Qin a dépensé toute son énergie pour mener à bien ce projet fou. À 200 km à l'ouest du tombeau de l'empereur, Qin Wangwei supervise les fouilles d'un autre tombeau qui lui apportera peut-être des réponses. En 537 avant Jésus-Christ, 300 ans avant que l'empereur Qin unifie la Chine, cette fosse a accueilli le tombeau du duc Ting. Il était le maître du petit royaume de Qin et l'ancêtre du premier empereur. Ces casiers en bois témoignent d'un événement tragique qui s'est produit le jour de la mort du souverain. Le meurtre rituel de tous ses sujets. Quand le duc Qing est mort, il a entraîné 186 personnes avec lui. Elles ont été enterrées dans ces cercueils. Chaque cercueil était numéroté et chaque victime portait aussi un numéro. Les corps ont été enterrés dans les cercueils correspondants. Leur emplacement était prédéfini. Une place de choix était attribuée aux ministres et aux femmes du roi, à côté de sa tombe. Tout autour, les cercueils plus simples contenaient les dépouilles des artisans, des gardes du corps du roi et de ses autres sujets. Tous ont été tués pour servir leur maître, dans la vie comme dans la mort. C'est peut-être le sacrifice humain le plus important jamais découvert en Chine.
Mais ce n'est pas le seul. Presque toutes les sépultures de cette taille devaient contenir entre 100 et 200 corps. C'est énorme. Ce chiffre évoque un véritable massacre. Et pourtant, rien ne semble confirmer l'hypothèse d'un bain de sang. Voici des ossements retrouvés aux côtés du duc Ting. L'archéologue Chang Zhongli pense que certaines victimes étaient heureuses de mourir, ou du moins consentantes. À l'époque, les gens croyaient qu'il existait un autre monde, une vie après la mort. Les sujets et les membres de la cour vivaient heureux auprès de leur roi tant qu'il était en vie. Ça leur semblait logique de le suivre dans la mort. Pour eux, la mort était une autre forme de vie. Certains étaient terrorisés et ne voulaient pas mourir. Mais d'autres ne trouvaient plus aucun sens à leur vie sans leur maître. Et ils voulaient le suivre dans la mort. Ils considéraient cela comme un immense honneur. Mais comment tuer honorablement ces fidèles sujets? La réponse se trouve dans les ossements des victimes. Ceci est un crâne humain retrouvé dans un des cercueils du tombeau. On a analysé la composition chimique des os du crâne et découvert qu'il contenait de l'arsenic. Mais il n'y avait pas de traces d'arsenic dans la terre autour des cercueils, ce qui ne laisse qu'une seule possibilité. Le duc Ting a fait empoisonner ses plus fidèles sujets. L'arsenic peut être dissous dans l'alcool. Donc, on pense que ces victimes ont bu du vin contenant de l'arsenic et qu'elles ont été empoisonnées. Le duc a entraîné avec lui dans la mort ses ministres, ses serviteurs et ses soldats, suivant une tradition millénaire. 300 ans plus tard, le premier empereur de Chine meurt lui aussi, accompagné de ses ministres, serviteurs, artistes et entouré de 8000 soldats. Mais ces guerriers sont en argile. Si les gens de l'époque respectaient la notion de sacrifice, ils ne l'appréciaient pas pour autant. Aujourd'hui, on regarde le sacrifice comme quelque chose d'inhumain. Dans l'Antiquité, c'était aussi considéré comme inhumain. La plupart des ministres du roi ne voulaient pas mourir. Mais ils n'avaient pas le choix, sinon ils auraient commis un acte de trahison. Les us et coutumes les obligeaient à suivre leur souverain dans la mort. Ils considéraient comme un honneur de suivre leur maître, même si aucun d'entre eux n'en avait envie. Ce n'est probablement pas la seule raison de ce changement. Des massacres ont commencé à décimer la population chinoise. Moins de 65 ans après la mort du duc Ting, les 7 royaumes de Chine entrent dans une guerre sans merci. La période des royaumes combattants va durer plus de 250 ans. Les victimes se comptent par milliers et la population chute dangereusement. Sacrifier les sujets par centaines au nom d'une vie dans l'au-delà devient un luxe. À cette époque, la vie a commencé à prendre de la valeur. Après des années de guerre, les populations avaient considérablement diminué. Les royaumes luttaient pour maintenir leur population à niveau, car elle était synonyme de productivité. Quand l'empereur Qin met fin à plusieurs décennies de guerre en unifiant la Chine, les sacrifices humains sont devenus rares. Et les souverains ont déjà trouvé des moyens plus humains de s'assurer une vie dans l'au-delà.
Dans un tombeau datant de 300 ans avant le premier empereur, on a trouvé des petites figurines en argile, certaines de quelques centimètres de haut seulement. C'est la preuve que ces poteries avaient commencé à remplacer les êtres humains comme objet de sépulture. Les tombeaux qu'on a découverts et qui datent de cette époque en comptent de plus en plus. Mais rien ne ressemble à ceci. L'empereur Tsin a donné une toute autre dimension aux traditionnelles figurines. Ces statues dépassent la taille humaine et aucune n'est identique. Leurs chaussures, leur corps et surtout leur visage, tous semblent différents. Certains archéologues pensent que chacun des 8000 soldats est unique, mais personne ne les a jamais comparés jusqu'à aujourd'hui. À Wellington, en Nouvelle-Zélande, un spécialiste en reconnaissance faciale s'apprête à faire une toute nouvelle expérience. Il travaille avec un logiciel spécial. Il est utilisé en Asie et un peu partout dans le monde. Par les douanes, les services de vidéosurveillance, l'immigration et la police. Il permet de comparer 1 million de visages par seconde. On est très fiers et je pense qu'il va remplir sa mission aujourd'hui. Sa mission consiste à analyser les visages d'une centaine de soldats et de comparer les yeux, le nez ou la bouche pour tenter de trouver des sosies. On va regarder les plus ressemblants qu'on ait trouvés. Ces deux-là. Les contours du menton sont les mêmes. La bouche est à peu près au même endroit. Le nez est légèrement différent. Et les yeux et les sourcils sont très différents. Il y a tout un échantillon de visages et chacun est unique. La forme de la tête est différente. La moustache est différente. Les yeux sont très différents. Celui-là a l'air triste. Regardez ses sourcils, il les fronce presque. Celui-là est très jovial. Regardez les yeux et les sourcils. Celui-là a le nez aplati. Celui-ci est plus équilibré. Il peut y avoir des similitudes entre les soldats au niveau du menton, de la bouche, du nez. Mais ils sont tous uniques. C'est vraiment fascinant. Et je n'en reviens pas qu'ils aient réussi à faire autant de statues et qu'elles soient toutes différentes. 8000 soldats, tous uniques. On ignore s'ils sont à l'image des vrais soldats de l'empereur ou s'ils sont le fruit de l'imagination. Mais une chose est sûre, sculpter 8000 statues aussi détaillées une par une est un travail titanesque. Les statues grandeur nature sont bien plus dures à faire que les petites. Celui qui a eu cette idée ne devait pas soupçonner que ce serait aussi difficile. En 221 avant Jésus-Christ, 8000 statues, toutes différentes, sont censées être prêtes le jour de la mort du premier empereur de Chine. Les artisans se mettent immédiatement au travail. Mais aucun n'a jamais sculpté de statue en argile de cette taille. Ils avancent en terrain inconnu. Deux hommes comprennent mieux que quiconque ce qu'ont dû vivre les sculpteurs de l'empereur. Chang Binzhuo et Ang Pingche sculptent des soldats en terre cuite. Leur atelier produit des milliers de copies chaque année. C'est un commerce florissant qui nourrit une fascination mondiale pour le mausolée de l'empereur Tsin. Nos soldats en terre cuite sont exportés vers des pays comme les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni ou la France. On fabrique 50 000 petites statues chaque année et environ 200 en grand format.
En plus des reproductions traditionnelles, on peut aussi ajouter des détails à la demande du client. Celui-ci joue au golf. C'est une commande du club de golf de Yajian. C'est le trophée que le club remet aux vainqueurs des tournois. Chang Bingzhuo et Hang Pingche font ce métier depuis 25 ans. Ils ont appris à force de persévérance. Comme leurs prédécesseurs, ils ont dû essuyer les plâtres et avancer par étapes. Comme eux, leur principal souci est un problème de dimension. On a commencé par faire des formats de 40 cm, puis de 50 cm. Puis on est passé à ce format-là, environ la moitié d'un homme, 1 mètre. Mais les touristes en voulaient des plus gros, et ça n'a pas été facile de les satisfaire. Règle numéro 1, utilisez la bonne argile. Une petite figurine se sculpte dans n'importe quel type d'argile. Mais un soldat de l'empereur mesure presque 2 mètres et pèse 300 kilos. Il faut une argile assez dense et humide pour rester solide quand elle perd son eau au séchage, mais suffisamment aérée pour lui permettre de sécher. Aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, la réussite de l'entreprise repose sur la qualité et la résistance de l'argile. Chang Bingzhuo a cherché dans tout le pays et a fini par trouver la terre glaise idéale à 17 km des soldats enterrés. C'est de l'argile rouge. Elle est collante et solide. On a cherché partout, mais on n'en a trouvé nulle part ailleurs en telle quantité. Il y en a beaucoup ici. Et c'est cette argile qu'on utilise pour faire nos statues. Je pense que les soldats enterrés n'ont pas pu être faits dans une autre argile que celle-ci, il y a 2000 ans. Cette argile apporte au sculpteur de l'empereur un des éléments essentiels pour créer ses œuvres. Reste à trouver un moyen de fabriquer les statues par milliers, et le plus vite possible. L'empereur Xin est mort en 210 avant Jésus-Christ, seulement 11 ans après avoir commandé son armée de terre cuite. Pour réussir à les terminer avant sa mort, les artisans ont dû en fabriquer plus de 700 par an. C'est le triple de la production annuelle de l'atelier de copie. Comment les artisans de l'époque ont-ils fait? Des indices se cachent aux côtés des guerriers. Yang Fushi appartient à une longue lignée de fabricants d'arbalètes. Il reproduit des armes antiques comme celles tenues en main par certains soldats enterrés. Encore aujourd'hui, la pièce la plus difficile à réaliser est la gâchette métallique de l'arbalète. Yang Fushi a une profonde admiration pour les hommes qui les fabriquaient il y a 2000 ans. On a trouvé une gâchette dans une ville et une autre gâchette ailleurs, 3000 km plus loin. Certaines pièces sont interchangeables. En d'autres termes, ce sont des pièces standardisées. Je ne sais pas comment ils ont fait pour fabriquer ça. Encore aujourd'hui, ce sont des pièces très difficiles à faire, même pour les artisans les plus chevronnés et les plus doués. L'archéologue Liu Changcheng est spécialiste des armes trouvées avec les soldats de terre cuite. Et lui aussi est impressionné. On a trouvé plus de 30 000 têtes de flèches dans les fosses.
On les a examinées et on a découvert qu'elles avaient toutes moins d'1 centimètre de différence. Certaines n'avaient même que quelques millimètres de différence. C'est infime. On sait maintenant que la fabrication des armes était standardisée. Les fabricants d'armes de l'empereur Qin signaient leurs œuvres, tout comme les sculpteurs. L'archéologue Yuan Chongyi a identifié leurs noms. Les artisans ont signé chaque statue à l'endroit le moins visible possible. Ils ont signé là parce qu'ils ne voulaient pas qu'on voie leur nom. Apparemment, ils n'avaient pas le choix, même s'ils voulaient rester anonymes. Cela permettait à leurs supérieurs de contrôler leur travail. Si la statue n'était pas faite correctement, les artisans pouvaient être obligés de recommencer. Dans le pire des cas, ils étaient même jetés en prison ou décapités. Les sculpteurs de l'époque devaient avoir 2 qualités: de longues années d'expérience au service de l'empereur et savoir que l'échec était synonyme de mort. De quoi trouver rapidement le moyen de créer 8000 soldats imposants en seulement 10 ans. Les fabricants de copies ont appris au fil des ans qu'il n'y a qu'un seul moyen de fabriquer en masse de grandes statues de terre cuite. Il faut remplir un moule, attendre 2 ou 3 heures que l'argile durcisse, démouler le buste et le renforcer avec des planches de bois, le temps de sculpter les détails. Ensuite, il faut fabriquer la tête, les bras et les jambes dans des moules séparés. Laisser l'ensemble sécher pendant 10 à 15 jours et faire cuire les pièces séparément. Les statues sont trop hautes pour être modelées en une seule fois. Elles s'écrouleraient sous le poids de l'argile avant même de sécher ou se rempliraient d'air chaud et exploseraient dans le four. Quand on produit en masse des centaines ou des milliers de copies de la même statue, se servir d'un moule est la seule solution. Les archéologues pensent aussi qu'il y a 2000 ans, les artisans du premier empereur savaient qu'un moule était le secret de la production de masse. La production de masse est le seul moyen d'expliquer le nombre de têtes de flèches qu'on a trouvées. Il y a très peu de différence entre elles. Je pense qu'ils se servaient de moules pour produire en grande quantité des têtes de flèches pratiquement identiques. Les sculpteurs de l'empereur ont produit ces statues en masse grâce à des moules, comme les fabricants de copies aujourd'hui. L'énigme semble donc résolue. Mais non. Ce buste cassé nous apprend beaucoup de choses sur la façon dont ces soldats ont été faits. On voit à l'intérieur les traces des couches d'argile superposées. On voit très nettement que l'argile a été roulée et superposée. Voici une couche, puis une autre couche. Une couche après l'autre, la statue a été montée. Regardez. Une couche, une couche, une couche, superposée ainsi à partir du bas. C'est comme ça que les soldats ont été fabriqués. Il n'y a plus de doute possible. Les statues ont été modelées à la main. Des moules ont tout de même été utilisés pour les mains, les oreilles, les têtes. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, les corps des 8000 soldats de terre cuite ont été sculptés, un par un, manuellement, et grâce à des techniques révolutionnaires pour l'époque. La technique des artisans était très simple. Ils pétrissaient l'argile pour la ramollir et la roulaient en bandes.
Puis ils assemblaient et montaient ces bandes les unes sur les autres. Les sculpteurs de l'empereur Qin étaient les premières personnes en Chine à se servir de cette technique. Mais le modelage semble un moyen long et laborieux pour fabriquer plus de 700 statues par an. L'archéologue Chang Chongli veut en avoir le cœur net. Il décide de tailler un buste de soldat en argile avec l'aide du directeur de l'atelier et de son contremaître. Quand on a ouvert notre atelier, on ne savait pas vraiment comment faire une copie. Je me suis renseigné sur les techniques traditionnelles de modelage et on s'est lancé. Il nous a fallu 1 mois pour faire la première statue. Toute la difficulté consiste à créer une statue d'1,80 m de haut, mais de seulement 2 cm d'épaisseur, sans qu'elle se déforme ni ne se casse. Plus on superpose les couches d'argile, plus la statue risque de s'écrouler sous son propre poids. Il faut la renforcer avec des planches de bois. Mais la seule solution vraiment efficace est de laisser l'argile sécher entre les couches. Il faut donc suspendre le travail, mais pas trop longtemps pour éviter que l'argile ne se fissure. Quand j'ai vu les statues originales, j'ai été impressionné par le travail des sculpteurs de l'époque. Ma première statue s'est effondrée 3 ou 4 fois. Aujourd'hui, sculpter un soldat à l'aide d'un moule prend 10 à 15 jours. En modeler un à la main peut prendre 1 mois entier. Et pourtant, malgré la lenteur du processus, les sculpteurs de l'empereur ont préféré la technique du modelage à celle du moulage. C'était le seul moyen de réaliser 8000 statues, toutes différentes les unes des autres. Utiliser un moule est la méthode la plus efficace quand on veut toujours reproduire la même statue. Mais ce n'était pas ce que voulaient les sculpteurs de l'empereur. Avec la technique du modelage, on peut faire des statues différentes, plus grosses ou plus minces, plus grandes ou plus petites. L'idée était de fabriquer un groupe de soldats semblable à des humains. Mais les délais imposés par l'empereur Qin sont serrés. Il faut accélérer la cadence. Et pour cela, l'empereur n'a qu'une solution. Les archéologues pensent qu'il a fait sculpter son armée de terre cuite de la même façon qu'il a fait construire son tombeau gigantesque, en multipliant la main-d'œuvre. « 87 noms différents sont gravés sur les statues, ce qui veut dire que 87 maîtres artisans ont été engagés par l'empereur. Chaque maître a sous ses ordres une équipe d'apprentis, probablement une dizaine, soit 87 équipes et près d'1 millier d'ouvriers. À raison d'une statue par mois, chaque équipe peut fabriquer 12 soldats par an et 8000 soldats en 8 ans. Malheureusement, multiplier la main-d'œuvre ne permet pas de lutter contre un problème majeur qui menace les délais de production. Dans le nord de la Chine, les températures chutent en dessous de 0 degré en hiver et montent à 35 degrés de moyenne en été. De quoi détruire l'argile avant même qu'elle n'ait eu le temps de sécher. D'après mon expérience, je pense que la technique de modelage utilisée il y a 2000 ans ne pouvait pas fonctionner par des températures aussi extrêmes. Idéalement, la température doit être maintenue aux alentours de 20 degrés. Sans chauffage ni climatisation, les sculpteurs de l'empereur sont confrontés à un choix difficile. Trouver le moyen de maintenir la température à 20 degrés dans leur atelier toute l'année ou arrêter la production pendant 6 mois.
Zhang Bingzhuo a sa propre théorie sur la question. Des maisons troglodytes. Elles ont été creusées dans la colline par les paysans qui vivaient près du tombeau de l'empereur Qin. Chaude en hiver et fraîche en été, c'est l'endroit idéal pour vivre à proximité des récoltes. D'après Zhang Bingzhuo, c'est aussi le lieu parfait pour fabriquer les guerriers de terre cuite. En été, la température extérieure peut atteindre une trentaine de degrés. À l'intérieur de la grotte, elle reste à 20 ou 25 degrés. Et en hiver, il peut faire moins 10 à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, il fait entre 15 et 20 degrés. Les ouvriers sculptaient les soldats dans ces maisons troglodytes, puis ils les faisaient cuire en fermant l'entrée de la grotte et en la transformant en four. Ils faisaient cuire les statues à l'intérieur. Les indices trouvés dans les fosses montrent que le travail ne s'arrêtait pas à la sculpture des œuvres. Les artisans de l'empereur devaient relever un autre défi esthétique. Aujourd'hui, des spécialistes tentent de reconstituer le revêtement décoratif des statues. Et leur découverte provoque une vive controverse. Depuis la mise au jour des premières statues en 1974, les techniques de restauration ont considérablement évolué. Mais elles ne suffisent pas à empêcher une tragédie. Lors de leur exhumation, les soldats portaient des traces de couleurs. Mais ces couleurs ont disparu en une semaine, parfois même en quelques minutes. Choche et son équipe font de leur mieux pour sauver ce qu'ils peuvent. Ils restaurent des morceaux récemment exhumés qui dormaient sous terre depuis plus de 2000 ans. Quand l'armée de terre cuite a été enterrée il y a 2000 ans, c'était une armée très colorée. Quand on l'a déterrée, la peinture avait presque entièrement disparu, à l'exception de quelques zones qui étaient en très mauvais état. Et ce qui restait s'est effrité une fois à l'air libre. Depuis des années, des spécialistes chinois et allemands travaillent ensemble pour sauver les couleurs des soldats. Ils n'ont pas encore gagné la bataille, mais ils ont au moins identifié leur ennemi. Une substance sirupeuse à l'odeur puissante, l'un des trésors les plus convoités de la Chine antique, la laque. D'après la restauratrice allemande Katharina Bleinsdorf, les 8000 soldats de terre cuite ont tous été recouverts de laque, de la tête aux pieds. La laque est une matière très stable. Et dans l'Antiquité, on savait qu'elle pouvait durer des siècles, voire plus encore. Donc il y avait des raisons techniques à ce choix, mais aussi des raisons esthétiques et symboliques. Il y a 2000 ans, la laque était une substance rare et très recherchée. C'était l'équivalent du plastique dans l'Antiquité, une résine dure qui protégeait les objets de la détérioration. En séchant, la teinte brune se transformait en un noir brillant inimitable. La laque était un produit de luxe. Seul l'empereur pouvait se permettre de laquer toute une armée. Sa dureté et sa beauté n'étaient pas les seules choses qui justifiaient son prix. Elle était aussi très difficile à récolter. La sève de l'arbre à laque ne se récolte que sur les arbres d'au moins 6 ans, et l'on en prélève seulement 10 grammes par arbre, de juin à septembre quand il fait chaud.
Certains experts estiment qu'il faudrait 25 arbres pour laquer un soldat de terre cuite. Il en faudrait donc 200 000 pour laquer la totalité de l'armée d'argile. Il ne faut pas prendre trop de sève, sinon l'arbre meurt. On l'incise une fois, on le laisse se remettre et on continue. L'arbre à laque et le sumac vénéneux sont des espèces très proches. Toucher un arbre à laque ou inhaler ses vapeurs peut déclencher des réactions allergiques très irritantes. J'ai essayé plusieurs fois de faire des expériences avec de la laque. Au début, il ne se passait pas grand-chose. Mais 2 fois, j'ai fortement réagi au produit. Mes mains et mon visage étaient couverts de plaques. Ça ne fait pas mal, mais ça démange. Et il faut à tout prix s'empêcher de se gratter. Et ce n'est vraiment pas très joli. Souvent, on réagit plusieurs fois. Puis on devient immunisé. Et on ne réagit plus au produit. Il y a 2000 ans, les sculpteurs de l'empereur n'avaient pas d'autre choix que de s'exposer à la laque. Aujourd'hui, les restaurateurs le font malgré les risques. Ils savent que la laque est la clé pour tenter de préserver la couleur des statues. Le problème, c'est que la laque est restée enfouie dans un sol humide pendant 2200 ans. Dès l'exhumation, l'humidité contenue dans la laque s'évapore au contact de l'air. En séchant, elle s'effrite et se décolle de l'argile, et la peinture part avec. Les couches de laque s'écaillent, et il n'y a aucun moyen de les reconstituer sur la terre cuite. La seule solution est de fixer la laque sur l'argile en remplaçant l'eau qu'elle contient par une substance qui ne s'évapore pas. Des scientifiques allemands font un essai avec quelques fragments en les recouvrant d'un plastique utilisé pour étanchéifier les canalisations. Puis, à l'aide d'un accélérateur de particules, ils bombardent le plastique d'un faisceau d'électrons qui permet d'évaporer l'eau et de fixer le plastique à la laque. Mais les archéologues ont trop peu de temps sur le terrain pour utiliser ce procédé. On espère trouver une méthode simple et bon marché, facile à mettre en œuvre au moment des fouilles et qui permettra de conserver la laque dès l'exhumation. Si sauver les restes de couleur des soldats est difficile, leur rendre leur apparence originale paraît impossible. Les seuls indices dont disposent les chercheurs sont des morceaux décolorés, des écailles de peinture mélangées à la terre et d'anciens rapports d'exhumation. Après des années de recherche, Katharina et son équipe ont tout de même réussi à reproduire 2 répliques qu'ils jugent fidèles. Elles sont exposées dans un musée à Munich. Voici à quoi les soldats devaient ressembler lorsqu'ils ont été terminés, il y a plus de 2000 ans. Beaucoup de gens sont surpris. Ils ne s'attendent pas à ce que les statues soient si colorées. Et d'autres sont vraiment choqués. Ils aimaient bien la version en terre cuite. Et ils sont troublés par cette nouvelle apparence. Les gens me demandent souvent, mais vous êtes sûr qu'ils étaient vraiment comme ça? C'est le résultat de nos recherches, donc on est assez sûr de ce qu'on avance. Il va falloir que les gens s'habituent, parce que bien sûr, on ne va pas les repeindre dans une autre couleur. En analysant les restes des couleurs retrouvées sur les soldats, les experts font une découverte étonnante. Une couleur ne ressemble à aucune autre,
le violet Anne. Des chercheurs de l'université de Stanford en Californie l'étudient dans un centre de rayonnement synchrotron, une installation de très haute technologie pour explorer la matière. Les scientifiques passent des fragments du violet Anne sous un rayon de lumière plus brillant que le soleil. Ils veulent connaître la structure qui compose ce pigment. Voilà, ça c'est la première preuve concrète. Chiryu Apurve Tameta et Nobumushi Tamura sont physiciens et ils tentent d'élucider un mystère archéologique. On est en train d'analyser un amas de pigments de violet Anne d'environ 50 microns sur 50 microns, soit la taille d'un cheveu. C'est un échantillon minuscule, mais il nous apprend beaucoup de choses. Le violet Anne est l'un des 2 pigments entièrement artificiels produits par l'homme avant Jésus-Christ. L'autre pigment est le bleu égyptien. Il a été créé par les chimistes des pharaons plusieurs siècles avant que la route de la soie n'ouvre le commerce entre la Chine et l'Occident. On soupçonne un transfert de technologie entre l'Égypte et la Chine à cause des similitudes entre ces 2 pigments. C'est très important en termes de développement et de communication entre 2 civilisations. Le rayonnement synchrotron confirme que le violet Anne et le bleu égyptien partagent les mêmes ingrédients à 2 exceptions près. Le bleu égyptien contient du calcium et le violet Anne contient du barium. Les Chinois ont également ajouté un ingrédient jamais utilisé par les Égyptiens, de l'oxyde de plomb. C'est la preuve que les Chinois ont inventé le violet Anne indépendamment des Égyptiens et qu'il n'y a pas eu de transfert de technologie. Cela nous montre que la technologie utilisée pour fabriquer ce pigment est unique. L'origine du violet Anne ne se trouverait pas dans l'art ou dans la science, mais dans la spiritualité. Ce costume funéraire a été conçu pour un grand dirigeant chinois enterré peu de temps après les soldats de terre cuite. Un costume fait de milliers de pièces de jade. Il y a 2000 ans, l'élite chinoise croyait que le jade les rendait immortels. Elle payait des alchimistes pour trouver sa formule et le fabriquer artificiellement. Les alchimistes ont donc créé une imitation du faux jade, à base de barium et de plomb, les 2 principaux ingrédients du violet Anne. En cherchant les secrets de l'immortalité, ils ont peut-être inventé cette couleur. Le faux jade et le violet Anne semblent partager un destin commun. Au IIIe siècle de notre ère, 500 ans après la création de l'armée de terre cuite, les croyances religieuses en Chine commencent à changer. Les gens ne se font plus enterrer dans du jade pour accéder à l'immortalité et le faux jade disparaît. Le violet Anne disparaît exactement à la même époque et n'a jamais été fabriqué à nouveau. Le rayonnement synchrotron de Stanford a permis de faire la lumière sur les origines du violet Anne. De l'autre côté des États-Unis, un appareil tout aussi puissant a également analysé cette couleur et révélé son immense potentiel. À Tallahassee, en Floride, des scientifiques ont découvert que la peinture des soldats de terre cuite n'a pas que des vertus esthétiques. Le Laboratoire national des champs magnétiques intenses, où se trouve l'aimant hybride 45T, est le plus puissant du monde. Eric Palm, le directeur du laboratoire, fait une démonstration de la puissance de la machine. Si j'approche ce joint en acier de l'aimant, vous allez voir qu'il va immédiatement être attiré par l'aimant.
L'énergie emmagasinée est égale à 20 bâtons de dynamite. C'est assez dangereux pour qu'on ne laisse personne d'inexpérimenté s'approcher de l'aimant. On ne permet pas les visites touristiques. On a trop peur qu'il y ait un accident. Mais des scientifiques du monde entier, comme Suchitra Sebastian de l'université de Cambridge, viennent au laboratoire magnétique tous les ans. On doit faire très attention à ne rien avoir de magnétique à quelques mètres de l'aimant. Ça pourrait être fatal. On a vu ce qui pouvait se passer avec une simple clé. Elle est comme arrachée des mains, happée par l'aimant. Il faut être très prudent, car si on a à la main une clé à molette ou une chaise en métal, elle peut tuer la personne qui se trouve sur sa trajectoire. Ce qui n'empêche pas l'hybride 45T d'attirer les scientifiques comme un aimant. L'hybride a des capacités inégalées. Si l'on introduit n'importe quelle matière dans le noyau de l'aimant et qu'on la refroidit à plusieurs centaines de degrés en dessous de zéro avec de l'hélium liquide, la machine dévoile tous ses secrets. En 2006, Suchitra Sebastian et Neil Harrison ont placé des fragments de violet âne dans le noyau de l'aimant. Et ils ont fait une découverte extraordinaire. À l'intérieur de l'aimant, les molécules de violet âne se sont changées en une onde magnétique. Les scientifiques ont réduit la température et l'onde magnétique en 3 dimensions s'est scindée en 2 dimensions distinctes. Quand j'ai vu ça, je n'en croyais pas mes yeux. On ne s'y attendait pas du tout. C'était une découverte étonnante. Une percée qui pourrait changer le monde. Étudier le passage de 3 à 2 dimensions pourrait améliorer la qualité des supraconducteurs. Une meilleure supraconductivité serait utile pour les trains à sustentation magnétique, les ordinateurs et pour réduire les factures d'électricité. C'est incroyable de se dire que ce matériau qui existe depuis 2000 ans, qui a été créé par des chimistes chinois et qui se trouve sur cette armée de terre cuite depuis toutes ces années, vient d'être redécouvert. Il nous a permis de faire un bond fondamental dans la compréhension et la connaissance de la physique du XXIe siècle. C'est sidérant. Les scientifiques ont certainement encore des découvertes à faire. Cette armée de terre cuite de plus de 2000 ans est le symbole d'un souverain mégalomane et puissant. Elle représente aussi une prouesse technique et un savoir-faire brillant. Mais le mausolée de l'empereur Qin renferme toujours de nombreux secrets.